Le monde des médias est en train de se réinventer, de se transformer. L'information, elle, s'avère toujours aussi précieuse, simplement les formats, les outils pour produire cette information évoluent en permanence, et ça c'est très excitant. Avec ce podcast, nous voulons prendre le temps, en aparté, de rentrer dans la fabrication de l'info avec ses artisans. Notre but, donner de l'inspiration et des idées à tous ceux qui veulent lancer de nouveaux projets dans le monde de l'information. Je suis Jean-Baptiste Diebold, journaliste et cofondateur de Jinkyo. Jinkyo, c'est la start-up de tous les talents dans les médias. Je suis Élise Colette, journaliste et observatrice participatrice de la révolution digitale des médias. Voici le podcast Aparté de Jinkyo. Aude Favre, c'est notre première invitée et elle incarne vraiment tout ce que veut être ce podcast, une sorte de tuto de l'info. Salut Aude. Salut. Alors tu es journaliste youtubeuse, on va dire, tu nous expliqueras si ça te va ou pas. Ouais. Et en tout cas avec What the Fake, tu as créé une chaîne YouTube pour déconstruire les fake news et expliquer le travail des journalistes. Salut. Il y a une tendance à la mode sur YouTube, c'est des gens qui analysent des clips de musique en direct live depuis leur canapé. Et on y trouve souvent des super scoops. Je suis tombée sur une vidéo qui a quasiment 2 millions de vues. Ça s'appelle « La vraie face cachée de Maître Gims révélée, franc-maçonnerie ». Il est vraiment franc-maçon. Alors d'abord, merci d'être notre première invitée, d'essuyer les plâtres, comme on dit. Mais c'est moi qui vous remercie, je suis hyper honorée d'être là. Alors toi, tu es journaliste, Aude, depuis pratiquement 10 ans. Ouais, c'est ça. Et après avoir fait une école de journalisme, etc. D'ailleurs, je vous conseille, pour comprendre vraiment tout ce que tu as fait, d'aller voir ton portfolio Jinkyo. Et je vais juste retenir l'essentiel. En gros, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, tu as commencé avec une carrière super classique de journaliste télé, notamment en chaîne d'infos, où c'était un peu précaire, un peu chiant. Et puis, tu as décidé de faire souvent, le plus possible, j'ai l'impression, des formats longs, notamment un sur Nuit debout. Oui, entre autres, oui. Et alors, en fait, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que sur Twitter, tu te définis par ton matricule de carte de presse 108 054. C'est pas un peu old school, ça, le numéro de carte de presse ? J'avais hésité en fait à la base, je voulais peut-être m'appeler 108 054. C'est moi, c'est 108 054. C'était juste pour voilà. Moi, tu parlais tout à l'heure de youtubeuse, journaliste. Moi, je me définis vraiment comme une journaliste. YouTube, c'est simplement un média. D'ailleurs, je suis très étonnée qu'on appelle tout le temps ceux qui sont sur YouTube des youtubeurs. Tous ceux qui passent à la télé, c'est pas des téléviseurs, ou des télé, je sais pas comment on pourrait dire. C'est très. Non, mais moi, je suis journaliste en fait. Je suis pas youtubeuse quoi. Il se trouve que c'est sur YouTube parce que c'est le plus fun et le plus moderne et ce qui offre le plus de liberté, on va dire. Après, c'est vrai qu'en télé, je pense que ce podcast-là, ce genre de vidéo que je fais, ça serait pas passé ou je serais probablement encore en train d'essayer de vendre le projet. Donc YouTube, ça m'a permis d'y aller direct, quoi. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'es lancé dans le projet, comment tu as eu l'idée et puis comment tu as fait ? En fait, c'était un moment. Cette idée d'aller sur YouTube m'est venue après Trump. Ça faisait déjà un bout de temps que je réfléchissais à faire quelque chose, que j'avais fédéré quelques amis pour aller dans les classes, essayer d'entamer un dialogue en fait avec les gens, avec les jeunes. Et j'ai dit déjà j'ai compris que du coup le mensonge généralisé pouvait quand même mettre des mecs comme ça aux commandes de la planète, globalement, j'exagère un peu, mais c'est ça. Et donc je me suis dit qu'il fallait en fait plus se mouiller que juste faire 2-3 petites interventions dans les classes et porter la voix plus loin. Et donc en fait sur YouTube. Et franchement, je me suis pas tout de suite dit je vais aller sur YouTube parce que c'est pas mon truc à la base de me montrer. Vraiment, j'avais un vrai problème avec ça. Et j'ai regardé s'il y avait déjà des journalistes sur YouTube qu'éventuellement je pourrais aider ou que je pourrais. Et j'en ai pas vu. Non, t'en as pas trouvé. J'en ai pas vu. Et à un moment donné, je me suis regardée dans la glace et j'ai fait Aude, c'est toi, tu dois le faire. C'est un peu une mission, si je comprends bien. Et je me suis fait violence et c'était parti. C'est une mission.
Ben moi, à la base, je le prends comme quelque chose de très militant. Oui, c'est pas naturel pour moi d'aller sur YouTube et de montrer ma tête et de faire des petites blagues comme ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de mettre au point pour avoir le plus d'impact possible et essayer d'être, de remettre les choses un tout petit peu à l'endroit. Moi, ça me fait du bien, en fait, même moi, psychologiquement, cette chaîne, parce que je pense que ça canalise aussi une certaine colère que j'ai et aussi, parfois, même si je suis un peu optimiste, parfois un désespoir que j'ai par rapport à toutes les fake news et tout. Voilà, je dis ce que j'ai à dire dans cette chaîne et ça me fait du bien aussi, quoi. En fait, l'évolution, ça a été très simple. Si on veut faire synthétique, j'ai commencé, j'ai lu un bouquin qui est absolument génial, que je recommande à tout le monde, qui s'appelle La démocratie des crédules de Gérald de Bronner, qui explique comment les croyances nous rendent fous, finalement, notamment avec l'aide d'Internet. Et j'ai dit, mais ce bouquin, c'est pas possible qu'il reste sur les étagères, c'est pas possible que... Il faut le populariser, il faut expliquer très simplement ses concepts, etc. Et donc, c'était ma première vidéo qui s'appelle Qui dit prouve. C'était vraiment, ça correspond à la première page de ce bouquin, quoi. Tu dis pas juste quelque chose et puis après, c'est aux autres d'essayer de démontrer que t'as tort éventuellement, etc. Non, c'est celui qui dit, qui doit vraiment démontrer par A plus B ce qu'il dit. Enfin, bon, bref, c'est un principe assez simple, mais qui, malheureusement, n'est pas très, très répandu sur Internet. Et après, en fait, il y a eu la campagne présidentielle qui s'est greffée là-dessus. Et là, je me suis dit, tiens, mais appelons Philippot, appelons un tel, parce qu'il racontait des trucs hallucinants. Et là, j'ai vu que les gens étaient là, oh, incroyable, elle a le tel de Philippot. Enfin, bon, c'est pas non plus hyper compliqué à trouver. Enfin, elle a le tel de Philippot, elle appelle, super culotté, machin, ce qui est un truc, en fait, que tous les journalistes font. Mais juste, je le faisais sur YouTube et de manière un peu marrante. Et alors, j'apparais pour la nana. Et c'était pour parler aux ados, un de tes objectifs principaux au départ, notamment avec YouTube? En fait, les gens me demandent quelle cible j'ai et sincèrement, j'ai jamais réfléchi comme ça. Je pense que les ados, malheureusement, je les touche pas assez encore. J'ai l'impression, pas assez à mon goût, parce que je suis pas sur Snapchat et je suis pas sur Insta et je suis pas sur... Enfin, il faut vraiment que je m'y mette. L'âge de tes vues, par exemple, Facebook, les jeunes sont plus du tout dessus. Je sais que ça va... Enfin, le gros de ceux qui regardent sont entre 20 et 40 ans, quoi. Un truc comme ça, quoi. Mais en dessous de 20, c'est assez dur. Et puis aussi, c'est vrai que oui, il y a toute une dimension qu'il faut que tu te racontes, que tu fasses un peu de storytelling sur toi. Ah, tiens, tu fais une vidéo, oublie pas de faire une petite photo de toi avec ta licorne, machin, puis on va faire une story, machin. Mais attends, c'est des trucs, ça, moi, Ouais, à la base, c'est pas ton monde. Oui, à la base, c'est pas trop mon monde, alors j'essaie de m'y mettre, mais c'est vrai que c'est aussi dans le package, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, si tu vas sur YouTube, si tu veux vraiment que ça prenne et tout, je pense qu'il faut que tu t'y mettes à fond, et j'y suis pas encore assez à fond. Mais on te voit quand même évoluer, justement, alors quand même, pour dire aux gens, t'as quand même sur ta chaîne YouTube à peu près 25 vidéos à ton compteur. Tu fais ça depuis combien de temps ? J'ai commencé le 5 mars 2017, ma première vidéo, je crois. Donc voilà, donc ça fait déjà assez longtemps. Donc on te voit vivre aussi, on te voit évoluer. Tu as changé de coupe de cheveux, tu changes de téléphone. Donc effectivement, tu t'impliques toi personnellement. Enfin, je veux dire, la personne que tu es est visible quand même. Et puis chaque vidéo fait dans les 25 000. Enfin, fait quand même un sacré paquet de vues maintenant. Oui. Sans compter les autres plateformes qui les relayent. Ouais, bien sûr. Mais c'est un autre truc que j'ai un peu en moi de dîner, on va dire, et qui, je pense, marche bien, c'est que, d'après les retours que j'ai, je dis pas ça comme ça, c'est que moi, je suis très... j'aime les gens, en fait. Je suis je suis très souriante, mais naturellement, en fait. Et je sais pas, j'ai un espèce de petit côté love power ou je sais pas quoi, où, en fait, je trouve que ça donne pas de prix... Enfin, oui, c'est vrai, ça sert à rien d'attaquer frontalement les gens en leur disant... C'est un truc qui m'a frappé depuis le départ. C'est voilà. Ce que t'as dit comme débilité, c'est nul, etc. D'humilier les gens, c'est vraiment nul. Je trouve ça vraiment nul, en fait. On a l'impression que tes interlocuteurs à qui tu montres leurs énormités ne se vexent pas vraiment. Il y en a par la suite qui m'ont dit j'adore ce que vous faites. Et il y en a même un, alors lui franchement bravo quoi, il faudrait un jour que je le recontacte. Et il y en a même un, il s'appelait Cybercomnet, un sombre site. Lui, il a carrément partagé la vidéo sur ses Twitter et tout ça. Il a dit regardez, je trouve ça trop rigolo, elle m'a épinglé, la nana, c'est trop marrant quoi. Et le mec de Bryce Info sur une dernière vidéo que j'ai faite, et quand je l'ai appelé, il a capté qui j'étais, lui, bref. Et il m'a dit j'adore les what the fake, je trouve ça super intéressant, etc. Et ça avait l'air plutôt sincère. Et j'ai beaucoup de gens qui... Donc voilà, je pense que juste entre guillemets la sympathie et le côté je t'épingle, mais franchement en vrai c'est vraiment parce que tu vas trop loin, parce que tu dis trop de conneries en vrai. Donc
alors justement... avec le sourire, etc., ça passe mieux que de faire un peu le professeur qui va... voilà. Justement, on avait envie de passer c'est vraiment ce que je suis. Un petit extrait de cette dernière vidéo à date qui est donc avec Braise Info. Le journalisme, pour moi, c'est rendre compte de la complexité des faits et pas seulement que d'une partie. Et j'espère que nos lecteurs n'utilisent pas que Braise Info parce que ce sera inquiétant. L'idée, c'est d'être ouvert d'esprit. Je peux vous l'accorder, quelqu'un dont le seul média est Braise Info, il a une lecture biaisée de la société, je suis d'accord. Alors, dans cette vidéo, tu fais une enquête sur un site en ligne donc, qui s'appelle Braise Info et qui, en effet, aligne un certain nombre d'énormités. Donc, tu l'appelles, tu le confrontes, tu vas voir les choses qu'il dit, puis tu dis, bah non, en fait, moi, j'ai pas vu ça. Tu vas interroger les gens qu'il prétend dans ses articles avoir interrogés. Et puis, en fait, personne n'a rien vu, personne n'a vu la licorne. Comment tu arrives sur ce sujet-là? Comment tu choisis tes sujets et puis tes angles? Il y a une chose importante, c'est qu'il faut que le média ait assez d'impact. C'est-à-dire qu'une fake news qui tourne vite fait comme ça, ça m'intéresse pas trop. Enfin, idéalement, il faut faire les gros, quoi. Le plus gros que j'avais fait, c'était Santé Plus Mag. Santé Plus, ouais. Ouais, bah lui, bon. Et le pire, c'est qu'ils perdent pas tellement d'abonnés hein, quand je fais ça. Le truc est pas... Enfin, bon, bref. Et puis aussi, il y a les thématiques quoi, qui m'inspirent. Alors, je sais pas, Maître Gims, je suis allée dessus parce que j'ai vu que c'était une vraie mode. Ces mecs qui analysent des clips et qui racontent vraiment. Mais alors, enfin, c'est l'alu, quoi. Sur Maître Gims. Donc, c'est juste... Après, éditorialement, vraiment, la thématique, c'est un peu au coup de cœur, on peut dire. Sur Maître Gims, là, il y a beaucoup de pouces vers le bas. Ah oui, donc, je fais même pas gaffe. Ce qui est assez particulier quand même, effectivement, quand on est sur YouTube, c'est que tu vois les pouces, les commentaires, les trucs que tu vois pas si tu fais un reportage à la télé, par exemple. Et du coup, ça fait quoi d'avoir ce contact direct comme ça avec le public ? Enfin, moi, les tout premiers des commentaires où j'ai eu un peu des insultes ou des trucs comme ça m'a un peu... je répondais et puis je trouvais ça pas juste et tout ça. Puis au final, je fais, mais en fait, c'est rigolo, quoi. Et donc, j'ai commencé à mettre des cœurs partout. Il y a beaucoup de messages, un peu de haine où je mets des cœurs. et puis... power à fond. Mais oui, mais c'est pas grave, en fait. T'es pas d'accord avec moi. On va bien s'entendre quand même. Ça va bien se passer. Mais en tout cas, on peut se parler. Et puis, mais en tout cas, moi, je suis là. Voilà, si tu veux parler tranquillement, il y a pas de souci. Et donc, en fait, ça me touche pas plus que ça. Il y a les critiques constructives, celles qui sont mesurées et constructives et qui peuvent me parler d'un vrai truc à améliorer, etc. Celle-ci, oui, ça me touche plus, en tout cas, qu'un truc. Encore une vendu du système. Les autres, tu mets juste un cœur, c'est ça Oui, alors la politique, c'est de mettre des cœurs. Alors après, du coup, il y en a. Le problème, c'est qu'il y en a à qui je mets pas de cœur parce qu'ils sont pas assez insultants. Et du coup, ils sont hyper vénères. Donc j'oublie. Enfin bon, il faudrait que je cœur tout le monde en vrai, mais du coup, trop de cœur tue aussi le cœur. Là, c'est toute une politique du cœur qu'il faut que je travaille. Alors, il y a le monopole du cœur. Ouais, il y a une autre politique qui là justement nous ramène un petit peu à l'ancien monde. On va dire, c'est comment tu joues dans tes vidéos. Alors évidemment, on est dans les codes YouTube et tu l'as assez bien, même si tu dis que c'est pas naturel pour toi, tu l'as quand même assez bien adopté. Comment tu joues la limite entre journalisme et la comédie, parce que quand même, quand tu débarques pour la vidéo sur Braise Info en cow-boy, déguisé en cow-boy à la gare, au CHU de Nantes. Au CHU de Nantes. Élise Lucet le ferait sans problème. Hein. Élise Lucet déguisée en cow-boy, elle est chiche, on lui demande. Du coup, l'info, le divertissement, tout ça, est-ce que c'est une schizophrénie ? Non, mais moi, alors oui, ça prend du temps déjà. Ça me prend, chaque enquête me prend peut-être un mois. J'avais hésité d'ailleurs au début à faire plus de vidéos, mais avec des petites fake news, etc. Mais en fait, moi, ce qui me plaît toujours, c'est de creuser. Et je trouve que faire chaque semaine une fake news, ça me donne pas le temps de creuser, ça me donne pas le temps de. Donc moi, je préfère m'en prendre au site, m'en prendre entre guillemets, au site qui propage des fake news et je le démonte et comme ça, je sais que voilà, lui, il est fait plutôt que ça une petite fake news, etc. Mais sinon, en fait, je me suis jamais posé la question vraiment de la limite entre journalisme et le divertissement. Moi, je pense que... moi, je considère que je fais du journalisme 4000%, quoi. Et après, oui, alors, quand je peux, j'essaie de trouver un truc un peu marrant. Mais c'est pas... je crois pas que ça remette en cause quoi que ce soit de la solidité de ce que je fais ou... c'est la méthode qui compte, quoi, finalement. Oui. Et puis, si on peut se marrer, c'est cool, parce qu'il y a quand même beaucoup de programmes chiants, quoi.
Et non, mais c'est vrai, qui sont objectivement intéressants, mais t'as pas envie de te prendre trop la tête, etc. Et je pense que, par exemple, Cache Investigation, quand ils sont apparus, moi, j'avais vachement aimé parce que je trouve que voilà, ils avaient aussi un côté décalé, un peu rigolo, etc., qui fait que tu suis plus, en fait, tu t'attaches plus, tu vois. Et d'ailleurs, ils montrent aussi pas mal de journalistes, donc tu suis un peu plus le truc. Mais il y a beaucoup de docs que je trouve, bien. Mais pas assez. Mais tu sais à l'avance qu'ils vont pas toucher des milliards de gens parce que. Et je touche pas non plus des milliards de gens, pardon, je veux pas. Mais en tout cas, je trouve que le potentiel, d'impact n'est pas tout à fait exploité parce qu'on peut faire les trucs de manière assez marrante et que ça passe mieux en fait. Ça frappe beaucoup plus et ça draine beaucoup plus de gens en fait quand ils te voient. Il y a un côté transparence un peu qui inévitablement apparaît. Ah ok, donc c'est elle qui fait le truc, c'est elle qui appelle, d'accord, c'est elle qui fait ci, qui fait ça. Que effectivement tu vois pas dans les reportages entre guillemets classiques, enfin moins. Et du coup, ça participe aussi d'une démarche qui est de montrer un peu le travail d'information qui est pour moi, il faut y aller à fond là-dedans, il faut ouvrir le journalisme, il faut montrer ce qu'on fait et comment on le fait. Et du coup, je pense qu'effectivement, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que je conseillerais de faire moi, effectivement. C'est de se mouiller. Alors c'est un peu plus, ça engage un peu plus que de faire des choses un peu dans son coin, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment y aller et que il nous faut encore des nouveaux visages et j'espère qu'on en aura plein dans les années à venir. Ma toute première leçon, j'aime pas ça parce que je suis pas un prof. Mon tout premier tuto de bonne fée là pour vous aider à repérer les pièges de ces petits coquins là qui s'amusent à vous faire gober n'importe quoi sur la toile. Alors, tu dis que t'es une bonne fée, donc ça veut dire que t'as une baguette magique. Alors on va rentrer un peu. Ça veut dire que je suis une gentille. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus concrètement, là aussi, pour aider ceux qui voudraient faire ce genre de choses, comment tu t'y es prise ? Alors, ta première vidéo, c'était avec quoi ? Un téléphone ? Tu l'as mis sur un trépied ? T'as de la montée comment ? Oui, alors j'avais en fait le comment on appelle ça ? Je suis une très mauvaise maman, donc la chaise bébé, voilà. J'allais dire le porte-bébé, c'est pas du tout un porte-bébé. La chaise bébé de ma fille qui tenait le trépied. Et puis j'avais en fait emprunté une caméra à mon copain qui faisait effectivement un espèce d'effet fisheye sur lequel j'avais quelques doutes. Enfin bon, elle était comme ça, de toute façon j'avais rien d'autre. Et puis j'ai fait quelques essais comme ça que j'ai envoyé à une copine qui me soutient depuis le début et qui est assez à fond sur le truc. Et elle m'a dit, mais c'est génial, il faut absolument que tu le fasses. Elle me dit, je te préviens, par contre, ça va prendre du temps, parce que YouTube, tu commences, après, tu sais pas quand ça finit. Et ça, c'est vrai. Mais regardé d'autres vidéos pour essayer de voir l'image, le rendu. J'ai jamais regardé d'autres vidéos, c'est vraiment vrai. Après, moi, je connais encore aujourd'hui, et je m'en vante pas du tout parce que c'est nul, mais je connais assez peu, finalement, tout cet écosystème. Les gens viennent me voir et me parlent de tel youtubeur et de tel truc et de tel machin sur YouTube, et souvent, je connais pas, quoi. Et en fait, non, sincèrement, peut-être que très, 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 très inconsciemment, je me suis inspirée d'un truc que j'ai pu voir un jour, etc. Mais je crois que globalement, j'ai juste dit ce que je voulais dire de la manière dont je voulais le dire. Enfin, je crois pas m'être inspirée de filmer, pareil, t'as fait ça. Ah bah de toute façon, moi je sais pas monter, donc j'ai pris un truc qui s'appelle eMovie qui était sur mon Mac. Et j'ai fait des cuts, mais parce que je sais pas faire autre chose. Je savais juste faire le point in, le point out. T'étais toute seule sur la première vidéo ? T'as tout fait toute seule ou Oui. Le son est pas bon, c'est tout caverneux, etc. La lumière, franchement, la lumière, on peut pas dire que c'est une grande réussite. Mais enfin bon, moi je trouve c'est pas grave en vrai, quoi. Si le propos est intéressant. Et donc justement, le propos, tu l'avais écrit, tu l'avais en tête, tu l'as récité. Comment tu t'y es prise ? Parce qu'elle fait combien de temps cette première vidéo ? Elle est déjà quand même 4 minutes, je crois. Enfin, j'ai regardé. Ouais, maintenant elles sont plus longues. Ouais, elles sont à 15 plutôt, c'est ça. Ouais. Mais parce que je fais pas la même chose non plus. La première, elle faisait 4 minutes. J'avais écrit une petite trame sur mon ordi. Et en fait, j'ai une très mauvaise mémoire, donc je suis incapable d'apprendre par cœur un truc. Et donc, en vrai, j'ai mon ordi qui est à 1 mètre de la caméra. Et donc, je fais une phrase, je me retourne vers mon ordi, je lis. Hop, je me retourne vers la caméra, je lis. Et je me retourne vers mon ordi, je lis la prochaine phrase. Et comme après, ça, cut, et hop, c'est parti. Et c'est fini. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu fais toujours comme ça ?
Oui, alors je sais pas. On m'a parlé très récemment d'un je sais pas si c'est une appli ou quoi, un truc qui ferait prompteur. Alors ça, je pense qu'il faut absolument que je me procure un truc comme ça, parce que j'avoue que c'est un peu chiant de faire ça comme ça. Mais oui, je fais toujours pareil. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que j'ai en fait, ça fait un peu pompeux, mais enfin, on va dire que j'ai été repérée entre guillemets par France Télévisions. On va rentrer un petit peu. Et donc j'ai plus de moyens et donc je fais autrement. C'est eux qui t'ont contacté, c'est ça? Oui, en fait, au bout de 6 mois, 7 mois, il y avait quand même, je sais plus, je devais avoir 5000 abonnés ou 6000, et je me souviens d'être allée chez YouTube et ils m'avaient dit ah ouais, c'est quand même pas mal en fait. Pour ce si peu de temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. J'étais là, bon, d'accord. Et puis j'avais plein de gens aussi qui me disaient mais c'est trop bien. Enfin, c'était très impressionnant d'être. C'est une formation chez YouTube ou c'était... Oui, en fait, YouTube. Non, c'était à 10 000 abonnés. À 10 000 abonnés, YouTube te dit bravo, tu as 10 000, voilà, tu peux venir chez nous, etc. Et là, j'étais allée chez eux, ils avaient vu les stats, je sais pas quoi. Bon, ils regardent, ils avaient dit ah ouais, quand même, c'est vachement bien. Puis ils étaient aussi très contents qu'il y ait une YouTubeuse qui fasse autre chose que de la beauté. Ouais, c'est ça. Mais comment t'es arrivé à 10 000 abonnés avant justement que tout le monde te rejoigne? Là, tu le faisais sur ton temps. Enfin, je veux dire, t'étais pas payé pour ça. Oui, c'était Pôle emploi. C'était Pôle emploi, tu tournais. C'était ton Facebook. T'en as fait combien des vidéos avant d'arriver à 10 000? C'est intéressant comme question. J'ai dû en faire 5 ou 6. Ouais, c'est ça. Donc ça a été très vite en fait. Ça a vite buzzé. Ouais, je pense. Mais parce que quand dans la campagne présidentielle, t'épingles des gens qui racontent n'importe quoi, je pense que je pense que ça se partage plus. Oui, effectivement, t'es arrivé au bon moment en fait. Tu l'as fait quand même à un moment. C'était pas calculé particulièrement. Tiens, il y a la campagne, faisons ci, faisons ça. Surtout qu'à la base, j'avais pas prévu d'épingler les gens comme ça par téléphone. Mais quand j'ai vu que c'était ça qui plaisait, j'ai fait bon, alors il faut faire ça du coup. Et puis d'ailleurs, c'est ce que je sais faire le mieux, puis c'est ce qui correspond à mon boulot de base. Ça me demande pas des trucs. Enfin, c'est quelque chose d'assez naturel entre guillemets à faire. Et donc du coup, France Télévisions te voit. En plus, ils créent à ce moment-là leur plateforme. C'est ça pour les jeunes. Je reçois un petit message Twitter d'une fille qui me dit on était ensemble à la télé, Judith Delsart, qui me dit on était ensemble à la télé, etc. J'ai vu ce que tu fais, c'est génial. Nous, on va créer un truc, le groupe France Télévisions, ça va s'appeler Slash. C'est France Télé sur le web, nanana. Est-ce que tu veux faire partie de la team, Est-ce que tu veux qu'on participer à ça, qu'on héberge tes vidéos, etc. Et la toute première chose que j'ai répondu, alors j'étais hyper flattée, et la toute première chose que j'ai répondu, c'est oui, je sais pas, parce que quand même, j'aime bien l'idée d'être indépendante, etc. Enfin, moi, je veux faire vraiment mes vidéos à moi, de ce que je veux, etc. Ah, mais non, mais il n'y a aucun problème, je pense qu'on s'est mal compris, viens, nous, ça nous va, tu vraiment, on kiffe ce que tu fais juste comme ça, quoi, etc. Et la vérité, c'est que vraiment, ils me foutent une paix royale, mais je suis libre à et alors, il y a quand même des sous à la clé, parce que quand on voit le avant-après en termes de vidéo, il y a une boîte de prod. Et si tu regardes le générique, moi j'ai été hyper impressionné. Il y a une journaliste qui travaille dessus, il y a monteur, cadreur, tout. Ça, c'est vraiment, ça date d'il y a 2 mois, ça. Ah, ok. Mais à la base, oui, il y a. Du coup, en fait, France Télé m'a dit génial, faisons ça ensemble, mais du coup, nous, on va acheter le programme à une société de production. Donc, il faut que tu ailles voir une société de production pour vendre ça. Et j'avais aucune idée en tête. J'ai hésité à monter ma prod, mais franchement, je me sentais pas. Je suis très mauvaise gestionnaire. C'est vraiment des trucs qui me... Bon, bref, donc non. Et en fait, j'ai rencontré une femme absolument formidable qui s'appelle Susanna Dorage. C'est un nom allemand. Et en fait, elle a une asso comme moi qui fait de l'éducation aux médias, et il se trouve qu'elle a une prod. Et je l'ai rencontré vraiment à ce moment-là, et du coup, très naturellement, j'ai dit, écoute, t'es dans ce combat-là, moi aussi, je fais ça, est-ce que tu veux produire mon programme et le vendre à France Télé, et on est parti comme ça. Et ça se passe hyper bien, elle est géniale, cette nana. Et du coup, concrètement, tu as tous les moyens d'une boîte de prod maintenant pour... Donc maintenant, j'ai un monteur, j'ai de la lumière, j'ai quelqu'un qui vient filmer chez moi, j'ai même un CM depuis pas longtemps qui travaille un peu pour la chaîne. Ouais, ça. Voilà. Et c'est quoi le budget pour une vidéo maintenant ? Je suis nulle en chiffres. Tu sais pas ? Ah non. Non, c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'ai pas voulu être productrice. Non, je sais pas. En fait, en gros, il y a 15 jours, on va dire, d'enquête. 10-15 jours. Et toi, t'es payé pendant 15 jours, voilà. C'est ça ? Ok. Ouais. Et après, il y a 3 jours de montage. Et puis, il y a quoi d'autre ? Et 2 ou 3 jours de tournage.
qu'on a réussi à négocier. C'est pour ça qu'on arrive à tourner maintenant depuis la rentrée. Oui, on peut faire un tournage par What the Fuck, c'est pas non plus la grosse folie. Allez, mais au CHU de Nantes, en Santiago. C'était ma grosse frustration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faire mes enquêtes depuis ma cuisine, moi je voyais tous mes potes journalistes qui revenaient du monde entier à faire leur super reportage et tout, et moi j'étais là, moi je fais les trucs. Oui, ça marche, hein, mais enfin bon, j'ai un peu frustrée. Et donc là maintenant je tourne un petit peu, voilà, et j'espère effectivement tourner de plus en plus, parce que c'est ça qui me plaît. Je veux dire, j'ai fait ça pour ça. Enfin, j'ai fait du journalisme pour ça. Moi, j'ai juste une petite question, par curiosité. Là, on revient un peu à la question de la mise en scène. Mais quand tu passes ton appel à François Bayrou, par exemple, oui. T'appelles Bayrou, t'enregistres. Au moment où tu l'appelles, tu mets ton téléphone, t'enregistres. Là, est-ce que tu peux me dire techniquement comment tu fais? Et après, quand tu mets en caméra, t'es pas avec lui au téléphone. Quand t'as ton ballon qui se dégonfle, là. On veut la vérité sur le... on veut la vérité. Le montage. Alors, quand j'appelle François Bayrou, qui est un homme que par ailleurs j'estime beaucoup, enfin moi j'aimais bien, mais bon, je suis désolée, voilà, quand on dit des bêtises, voilà. Et donc en fait, alors, je veux dire, il n'y a pas plus bête comme je prends QuickTime Player et il y a un truc enregistré audio. Alors, c'est pas de la qualité de malade, mais voilà comment j'enregistre mes coups de fil. Donc, je me penche comme ça devant mon ordi pour être sûr que le son passe bien. Enfin, c'est vraiment à l'ancienne. Tu prends ton téléphone dans ta main devant ton micro d'ordi et tu es OK, waouh. Ouais. Non, mais c'est probablement qu'il y a mieux à faire. Hein, Ta prod, t'as pas trouvé ta solution miracle? Non, c'est que j'ai tout le temps fait comme ça, donc allons-y comme ça. Et puis après, non, effectivement, c'est marrant parce que c'est vrai que les gens imaginent que je passe tous mes coups de fil en direct devant la caméra, mais si c'était le cas, je veux dire, les vidéos feraient 50 minutes chacune, parce que forcément, je prends, entre guillemets, le nectar de chaque coup de fil que je passe, mais, et c'est le boulot du journaliste, je reste vraiment 4000% fidèle à ce qui se dit. Enfin, voilà, c'est quelque chose, si j'étais hyper malhonnête... C'est les mêmes questions. Quand tu refais la discussion. Voilà, en gros, je repose les mêmes questions, et en tout cas, toutes les réponses, tout ce qu'on entend des gens qui me répondent correspondent effectivement aux questions que je pose. Voilà. Quand on réécrit une interview, ce qui est tout à fait normal, oui, voilà. de réécrire pour que ce soit plus lisible que quand quelqu'un a parlé et que c'est pas lisible. Tout à fait. Non, mais puis surtout, voilà, je m'arrange aussi parce que je sais qu'un jour, peut-être, il y a des gens qui vont vouloir m'enregistrer parce qu'ils vont... moi, c'est comme les caches investigation. Là, maintenant, les services com m'enregistrent aussi. Mais sauf qu'au final, le montage, il est honnête. Enfin, il n'y a rien qui est... Donc, il n'y a rien à dire, quoi. Donc voilà. Avec l'ouverture d'esprit, je pense que c'est une des qualités principales d'un journaliste. C'est de s'accrocher. Parce que dans le métier, tout le monde te jette par la porte. Il faut que tu rentres par la fenêtre. Et tout le monde te jette par la fenêtre. Il faut que tu rentres par la cheminée. Alors, comme on va conclure un petit peu cette discussion fort intéressante, ce que tu dis là dans cet extrait-là, c'est dans une vidéo où en fait, t'incites les jeunes à venir faire ce beau métier de journaliste, même si aujourd'hui c'est vrai que c'est compliqué. Et tu dis, les jeunes, on vous attend, il nous faut de l'air. Qu'est-ce que tu veux dire là? Il faut faire un grand ménage dans la profession? Je pense qu'il faut surtout innover. Parce qu'il y a des milliards de formes, en fait, je pense, à trouver de journalisme qui peuvent parler aux gens. Et je pense qu'effectivement, il faut se montrer, il faut raconter qui on est. Enfin, la profession souffre aussi beaucoup finalement du fait que ceux que les gens voient, c'est les éditorialistes en plateau télé, je sais pas, Jean-Michel Apathy, consort. Je veux dire, ça représente absolument pas le travail que font les dizaines de milliers de petites mains du journalisme, et ces petites mains-là, il faut vraiment qu'elles se racontent et qu'elles fassent surface, en fait. Et donc ce que j'essayais de dire dans cette vidéo, c'est tout simplement que c'est compliqué. Moi, je viens aussi d'une famille où j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont mes études. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas cette chance-là. Mais en revanche, c'est vrai que j'avais aucun contact. Et en fait, quelque chose qu'on nous apprend assez peu, et ça, c'est c'est vraiment, bref, de faire beaucoup de tort à la jeunesse. Je pense que de ne pas leur inculquer le culot, en fait. Et le fait d'y aller, et le fait d'y croire, et le fait un peu l'esprit d'entreprise, quelque part. Parce que c'est sûr que non, envoyer un CV, je peux déjà te dire que ça va pas marcher. Moi, ce que j'ai vu qui marchait, c'est même pas avec la lettre de motivation, oui, bonjour, cordialement, machin, non, c'est mort. Donc en fait, il faut soit faire un truc hyper rigolo. Là, j'ai reçu
Je recrute en ce moment pour une résidence qu'on va faire dans l'asso que j'ai fondée avec d'autres amis, l'asso Fekov. Je recrute en ce moment des gens. Il y en a une qui m'a envoyé un CV vidéo hyper rigolo. Pas sur le mode de what the fake, mais très bien fait, etc. Donc en fait, l'idée, c'est ça, c'est en fait de produire déjà, de faire quelque chose, de tout de suite se lancer avec... Oui. En fait, il n'y a pas besoin aujourd'hui de moyens... C'est-à-dire que quelque part, on est dans une période où à la fois c'est vrai que c'est compliqué entre guillemets à l'ancienne d'être intégré dans une rédaction, etc. Enfin quand on connaît personne, nanana. Mais à la fois on a des outils géniaux. C'est-à-dire que mais aujourd'hui on peut contacter qui on veut. Quand on veut, c'est-à-dire que sur Twitter, n'importe qui peut envoyer un MP ou au moins à un journaliste, à quelqu'un qui a envie. Si j'ai envie de, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis, t'as envie de faire quoi ? J'ai envie de bosser dans ça. Eh ben, va sur Twitter, regarde tous ceux qui t'inspirent, tu les contactes en MP, tu te prends 2 jours sur Paris, tu les rencontres tous. Faut se faire remarquer. Justement, ce que tu disais. Oui, quand on moi, envoie un MP, il faut aussi que ce soit alors, bien fait pour que ça attire l'attention. Si t'as déjà un petit site internet ou une petite vidéo ou des trucs un peu sympas qui te racontent, c'est sûr que c'est mieux que si t'as rien. Mais je vois, moi, j'ai des gens qui me contactent en disant bah voilà, je trouve ça super ce que tu fais, est-ce que tu aurais le temps et tout. Parfois, j'ai pas le temps, mais au moins, je les rappelle ou je donne des conseils si je peux, etc. Enfin, je veux dire, les gens sont plus sympas que ce qu'on imagine, quoi. Oui, et accessible, surtout maintenant. Donc, on a ça, c'est-à-dire les gens accessibles en 3 clics. Et puis, on a des plateformes comme YouTube, etc., qui permettent quand même d'essayer de se marketer un petit peu, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre auprès des gens. Et ça coûte vraiment rien, en vrai. Donc, faut vraiment miser là-dessus, je trouve. Et toi, alors, la suite, par rapport à tes vidéos What the Fake et par rapport au reste de ta carrière, de tes envies ? Moi, j'aimerais bien revenir à ce que j'adore faire, c'est-à-dire des documentaires. Et donc, je suis en train d'essayer de faire un documentaire. Alors après, la grande question, parce que c'est un vrai challenge pour moi, alors je peux pas trop dire la thématique, même si on se doute que ça tourne autour de plus ou moins de fake news. Mais en gros, je sais pas si par exemple le côté humour peut durer pendant 52 minutes, comme ça si on en a pas ras-le-bol. Je sais pas s'il faut le faire peut-être en série, s'il faut... Enfin, c'est très compliqué parce que j'ai envie d'innover, entre guillemets, de faire un truc un peu à ma sauce. Et donc, c'est compliqué de travailler sur le format, mais surtout, ce qui est compliqué, c'est de voir ce que je vais faire pour faire vivre ma chaîne aussi pendant ce temps-là, parce que c'est vrai que une chaîne, c'est aussi le truc YouTube, t'es un peu prisonnier du truc, il faut que tu alimentes en permanence. Et moi, j'adore ça, c'est juste une question de temps, en fait, comment je vais faire pour concilier les deux, mais je vais trouver une solution. C'est quoi, c'est un collectif un peu autour de toi ou... Non, mais ça... Je sais pas si c'est un collectif autour de moi, mais en tout cas, je trouve que ça manque effectivement des journalistes qui font plus ou moins, je dis pas la même chose que moi, mais qui se mettent comme ça sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qui se racontent et qui ça ce serait vraiment chouette, quoi. Mais je pense que de toute façon ça va venir. J'ai pas besoin de parler moi et d'encourager les gens à le faire. Je pense que naturellement ça va venir. Alors, chers auditeurs, si vous voulez aider Aude, si vous avez une idée pour gérer son emploi du temps, n'hésitez pas. Merci, donner des petits coups de main. Merci Aude d'être venue dans ce podcast, première édition, d'avoir été justement notre essuyeuse de plâtre. Vous pouvez nous retrouver sur Jinkyo et sur toutes les plateformes de podcast pour les prochains épisodes de Aparté. Merci Aude, merci Alice, à très bientôt. Vivons la suite.